Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On parle d'Israël comme étant une puissance militaire régionale et même mondiale. On parle des services de renseignement des plus sophistiqués. On parle de l'équipement le plus avancé. On parle d'une mobilisation dans les rangs du Tzahal, qui est l'armée israélienne, qui est générale. Comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas vu venir? On en parle avec Simon Leduc, ancien officier de renseignement militaire et spécialiste en stratégie militaire. Bonjour, Monsieur Leduc. Bonjour. Je ne vous entends pas. Bonjour. On va vous appeler au téléphone parce qu'on ne vous entend pas. Mais c'est assez particulier. On ne comprend pas comment ça se fait qu'Israël... Puis on sait qu'Israël est soutenu par les États-Unis. Comment se fait-il que des services militaires, les services de renseignement les plus avancés à travers le monde, et on parle des services américains et des services israéliens, en plus des autres alliés, évidemment, on parle aux Britanniques, on parle d'autres États, n'aient pas pu voir ça, n'aient pas pu voir qu'il y a quelque chose qui se tramait de manière hyper artisanale. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu l'échapper de cette manière-là. On retrouve Simon Leduc. Bonjour, Monsieur Leduc. Bonjour. Comment ça se fait qu'Israël l'a pas vu venir? Entre les branches, là, je vois sur mes sources, personnellement, de plus précisément du monde du renseignement, il y avait beaucoup d'attentes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire l'analyse des informations. Et ces technologies-là semblent n'avoir pas obtenu en tant que telles les résultats escomptés. Et ça fait une bonne dizaine d'années. Moi, j'ai vu ça rentrer en Afghanistan en tant que tel en 2009-2010. Il y avait, auparavant, nous autres, on avait une approche qui était plus orientée sur les cibles. Donc, on prenait les personnes et pendant un bon terme, on squeezait le citron. Là, donc, il y a des interrogatoires. Et pour faire un saut là, avec M. Lavoie, là, quand tout ce qui est arrivé avec le droit humanitaire, ces éléments-là, donc les interrogatoires intensifs qui se faisaient, c'était plus acceptable. Mais donc, le renseignement est arrivé plus avec des analyses de masse. Donc, recueille énormément d'informations de toutes sources, mais là, faut traiter cette information-là, et c'est là qu'un humain, c'est limité dans ses capacités de traitement, c'est là qu'ils ont embarqué avec de l'intelligence artificielle pour être capable d'aller recueillir un maximum d'éléments. Oui, mais Simon Leduc, on parle de milliers de personnes qui ont pris part à cette opération-là. Tu sais, je peux comprendre des fois quand ça peut être une ou deux personnes de dire, tu sais, on peut pas avoir des yeux puis des oreilles sur tout le monde. Mais c'est qu'il y avait des yeux, il y avait des yeux et des oreilles sur tout le monde. C'est seulement ça le renseignement de masse, c'est qu'on va prendre tous les téléphones cellulaires, on va prendre toutes les sources, puis on va les recueillir. Fait qu'il y a, disons, 2 millions de téléphones cellulaires qui captent des informations puis qui sont capables de saisir, mais si le téléphone cellulaire n'est pas dans la bonne pièce, si le téléphone cellulaire rentre pas à ce moment-là, mais là, toute cette logique-là de renseignement de masse, ça marche pas. Et donc, moi, je cache pas, moi, je suis de la vieille école. Donc, je suis de l'école où est-ce que on appelle ça plus du target-centric approach, là, donc avec une approche centrée, on va pas faire du renseignement de masse, on va choisir nos cibles, et ces personnes-là, présentement, avec les nouvelles normes, c'est plus difficile d'aller faire des interrogatoires pour aller rechercher des informations pour pouvoir orienter après tes senseurs. Parce que souvent, c'est ça, là, c'est que c'est pas tous les senseurs qui sont ultra fiables. Donc, tu as besoin de senseurs plus larges, donc par exemple de renseignements de large spectre ou des interrogatoires pour après aller envoyer des senseurs qui sont plus précis. Et ici, ce qui semble, c'est que le Hezbollah a une bonne sécurité opérationnelle et tout simplement, le micro n'a pas été à la bonne place. Et ça s'est ramassé avec une très, très bonne planification là, du Hezbollah. Et le traitement automatique n'a pas marché. Excusez-moi, de Hamas, c'est tout à fait mon erreur. Donc, mais au-delà de ça, il y a toute la partie renseignement, mais il y a évidemment la partie aussi militaire. Le fait qu'on entende que dans certains kibboutz, dans certaines régions à partir israéliennes, ça a pris plusieurs heures avant de voir un soldat israélien venir les défendre, venir finalement mener cette contre-offensive.
Qu'est-ce qui fait en sorte que l'armée israélienne, l'armée de terre, ait pris autant de temps pour réagir, laissant finalement les victimes au sein des terroristes des heures durant? Il y avait des prépositionnements de troupes qui étaient présentes et le Hamas a frappé les détecteurs, comme les détecteurs de mouvement, et ils sont rentrés. Et il y a plusieurs militaires qui étaient en train de dormir. Donc, ils se sont fait tuer et l'équipement, il y a des centaines de véhicules blindés qui ont été recueillis aussi. C'était une fête religieuse, donc il y en a plusieurs qui étaient partis et ça c'est un peu comme la guerre du Yom Kippour, là. Donc, ça avait réduit la rapidité là, de l'état d'activité militaire n'était pas à son 100%. Là. Et encore une fois, une bonne planification là, des Palestiniens, là, du Hamas. Là. On parle en fait, le Hamas est dans une enclave qui est la bande de Gaza où il y a très peu d'entrées et de sorties avec le monde extérieur, disons ça comme ça, à plus forte raison lorsque c'est des combattants, des terroristes du Hamas. Comment peuvent-ils être ravitaillés ou s'approvisionner en armes? Parce qu'on les a vus avec des armes, des munitions, des parapentes. Comment ils ont pu accéder à tout ça alors qu'on est supposé contrôler les entrées et les sorties vers la bande de Gaza? Les entrées et les sorties très difficiles à contrôler, là. Donc, même en Afghanistan, là, on avait tout plein de mesures. Ça rentrait, ça sortait. Et donc, c'est se cacher dans un véhicule civil. Il y a différents éléments. C'est pas des armes super complexes. Donc, c'est des choses qui peuvent se déplacer assez rapidement. Un parapente, là, tu peux cacher ça dans un camion, là. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indicateur très, très fort sur ces éléments-là et c'est pour ça d'ailleurs que ça tombe en surprise. On parle de l'armée israélienne comme étant évidemment la 10e armée la plus puissante du monde. Il y a ce dôme de fer qui est finalement un système d'interception de ces roquettes et de cette artillerie qui est tirée à partir de Gaza ou d'autres endroits. Est-ce que ça a été efficace, le dôme de fer? Normalement, des éléments comme ça devraient avoir un taux de succès par missile d'à peu près 80%. Donc, pour pouvoir intercepter une roquette, il faudrait tirer 2 missiles pour avoir un taux de succès de 96%. Mais c'est que c'est des missiles, c'est que ça prend des munitions. Et quand tu envoies 5000 roquettes, est-ce que tu as 5000 missiles à 25, 30, 50 000 $ chacun pour détruire une roquette à 800 $. Et donc, il semble qu'avoir eu un taux d'efficacité autour de 15 à 20 % selon certaines sources. Donc, il reste à voir, est-ce que Israël se garde des munitions pour faire face à d'autres... c'est long à produire, là. Faire une roquette à 800 $, c'est simple à produire, ça se fait rapidement, mais faire un missile qui va être capable d'intercepter la roquette, c'est autrement plus complexe. Et donc, est-ce qu'ils préservent leurs munitions? J'ai aucune idée c'est quoi leur logique logistique, mais possiblement qu'ils n'ont pas utilisé toutes leurs ressources. Vous qui êtes passionné par toutes ces questions de militaires, de renseignement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a comme un mythe qui se défait de la puissance de l'armée israélienne? Oh, c'est clair. Donc, symboliquement, comme par exemple, le meilleur tank au monde, le meilleur char de combat au monde, c'est le Merkava. Et moi, j'ai été complètement surpris en fin de semaine de voir des Merkava brûlés. Là. Et des Merkava détruits par un drone à 5 000 $. Là. Donc, un drone très simple qui tombe sur le Merkava, et là, tu as le meilleur char de combat au monde qui est en feu. Là. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'Ukraine, parce qu'on a vu que, bref, les grosses pièces d'équipement, les gros navires à milliards de dollars qui se font couler par des petits drones à 20, 50 000 $. Là. Donc, cet élément-là, les drones, c'est en train de complètement changer. Là. Donc, je prenais tantôt l'exemple, le détecteur de mouvement qui a été détruit, mais ça a été un drone qui s'est rendu au-dessus, qui a juste mis un explosif, le détecteur explosif, qui a permis aux motocyclettes du Hamas de pouvoir rentrer sans être détectés. Et donc, encore une fois, les drones sont en train de transformer la façon de faire les conflits. Oui. C'est en train et avoir une armée lourde, comme par exemple Israël, c'est une armée lourdement blindée avec beaucoup de chars de combat, avec l'artillerie lourde, des véhicules qui sont très lents mais extrêmement blindés.
Mais le petit drone, il n'est pas blindé sur le dessus. Là. Le char est très, très peu blindé sur le dessus. C'est blindé en avant, en arrière, mais sur le dessus, il y a très, très peu de protection. Et donc, les drones sont en train de complètement transformer la manière de faire la guerre. Nous sommes à probablement quelques heures, quelques jours d'une offensive militaire terrestre sur la bande de Gaza. On dit que les chars sont stationnés aux alentours de la bande de Gaza. À quoi s'attendre sur le plan humanitaire et sur le plan militaire, Simon Leduc? Donc, je peux difficilement répondre sur le plan humanitaire, mais c'est clair qu'il y a énormément de densité urbaine. De manière traditionnelle, une chose qui était très particulière des Israéliens, quand ils faisaient des bombardements, j'ai aucune idée s'ils le font présentement, mais ils envoyaient des SMS. Donc, les personnes qui étaient dans la zone d'un bombardement recevaient un SMS disant c'est un message en tant que tel de la force israélienne quitter la bâtisse pour de façon à limiter les dommages humains. Est-ce que ça va être utilisé encore? J'en ai absolument aucune idée. Et une chose qui est certaine, c'est qu'Israël, comme armée, met à l'avant-plan la sécurité de ses soldats. Et donc, si c'est un risque entre rentrer dans la bâtisse ou puis s'en mettre en danger la vie des soldats ou de raser la bâtisse, le choix va être très rapide pour les Israéliens. Espérons qu'on va tous faire preuve de retenue. Espérons qu'on va essayer de sauver les vies civiles qui n'ont rien demandé dans ce conflit. Simon Leduc, ancien officier des renseignements militaires et spécialiste en stratégie militaire, merci beaucoup d'être parmi nous. Avec plaisir.